Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro, dans cette nouvelle émission où nous recevons le président à l'intérim de la société civile Force Vive, mais aussi porte-parole de la société civile plurielle, Sonny Mouloumé Odéroy. Bonjour et bienvenue. Bonjour monsieur le journaliste. Oui, alors aujourd'hui, on est avec vous. On va parler beaucoup plus de la situation actuelle dans la province du Nord Kivu. Mais avant de partir en général et parler, être en profondeur dans cette émission, on aimerait savoir qui est vraiment Sonny Mouloumé. Je suis gentil Sonny Mouloumé, Oui. Président à l'intérim de la société civile Force Vive du Nord Kivu, mais également le porte-parole de la plateforme des organisations de la société civile du Nord Kivu, dont fait partie la société civile Force Vive et la société civile plurielle qui sont actifs en province du Nord Kivu et surtout dans les zones sous l'AFC actuellement. Nous nous sommes restés et nous restons au service du peuple. Alors pour peut-être commencer dans cette émission, on a besoin d'enlever cette idée au sein de la population qui pense que vous êtes vraiment pro 123. Vous savez très bien que vous étiez une société civile. Il y a certains qui sont partis à Beni depuis l'entrée de l'AFC 123, de la libération de l'AFC 123 de la ville de Goma. Ils sont partis à Beni, les autres à Butembo, sans oublier que les autres sont déjà à Kinshasa. Et qui vous qualifie d'être pro 123? En fait, monsieur le journaliste, c'est un narratif plus utilisé par les collègues, acteurs de la société civile qui ont préféré abandonner la population et partir vers Beni, Bujumbura, Kinshasa et ailleurs, comme si ils étaient là pour le gouvernement et non pour la population. Mais nous avons choisi de rester proches du peuple et continuer à défendre les causes de la population qui a été abandonnée par l'État, le pouvoir de l'État, mais également par les acteurs de la société civile qui ont suivi le pouvoir en place, le régime à l'époque, l'état de siège, au lieu de prioriser l'intérêt du peuple en restant tout près d'elle et défendre ses intérêts. Alors, donc vous êtes resté pour défendre les intérêts de la population dans la province du Nord Kivu. Tout à fait. Alors, on peut directement commencer dans cette émission. On aimerait vraiment comprendre comment évaluez-vous aujourd'hui la situation sécuritaire dans la province du Nord Kivu. Aujourd'hui, la situation, surtout dans les zones qui sont sous l'administration de l'F-123, c'est là où nous sommes. Je ne peux pas parler des zones où je ne suis pas, mais la province du Nord Kivu sous l'F-123, il y a une accalmie. Il y a en tout cas la paix qui règne, surtout à Goma, à Rutshuru, à Masisi, Lubero. Actuellement, tout est calme parce que les phénomènes Ouazalendo, les phénomènes 40 voleurs, les phénomènes banditisme urbain a été maîtrisé par les éléments de l'AF 123 qui contrôlent ces zones. Et donc, au-delà des autres méfaits, ça peut être lié à l'économie, mais sur le plan sécuritaire, dans les zones sous l'AF 123, comme à Bukavu et ailleurs, tout est calme. La situation est maîtrisée par les éléments de l'AF 123 et donc, consciemment, sans être hypocrite, je ne peux pas dire que Goma d'hier, sous l'état de siège, et Goma d'aujourd'hui sous l'AF 123, en tout cas, comparer ces deux moments, ça serait comparer le jour et la nuit. Quelle est la différence? Quelle est la différence entre ces deux périodes? Hier, il y a eu des tracasseries policières de l'armée qui étaient au-dessus de la mêlée. Nous avons vu même l'armée qui était censée protéger la population civile s'en prendre à cette population le 30 août 2023, si je me rappelle bien, quand un monsieur qui s'appelle Ricky Paloukou
à propager des intox contre celles qu'on appelait Wazalendo, les adeptes d'Ephraim Bissimo, Oui. à les traiter de pro-rwandais, d'être manipulés par les Rwandais, être au service des M23, pendant que c'était que des adeptes d'une secte religieuse. Et donc, pour nous, on ne peut pas comparer ces démons parce que nous avons vu l'armée qui était censée protéger la population, ça n'est pris à cette même population en massacrant plus de 150 personnes en pleine journée dans la ville de Goma, en utilisant même les drones pour traquer des jeunes, des enfants mineurs, et autant ont été arrêtés et emprisonnés pendant plusieurs mois, d'ailleurs plusieurs années, jusqu'à l'arrivée de l'F-123 pour qu'ils soient libérés de la prison centrale de Mouzanzé. Et donc pour moi, ça c'est un crime contre l'humanité, un crime contre la propre population qu'on est censé protéger. Mais aujourd'hui, nous voyons quand même les changements, la différence, parce qu'il n'y a plus de tracasseries. La police est ordonnée, disciplinée. Même la police routière, il n'y a pas de dérangement. Les patrouilleurs, pendant les heures creuses, pendant la nuit, il n'y a plus de dérangement. On vous rencontre, on vous pose seulement la question, vous êtes qui, c'est toi, c'est où, et on vous accompagne, soit on vous demande d'aller chez vous calmement. Mais on ne vous tracasse pas, on ne vous ravit pas vos téléphones, ni votre argent. Et donc, c'est des moments, en tout cas, qu'on ne peut pas comparer parce que c'est le jour et la nuit. Aujourd'hui, il y a un changement et nous pensons que cet acquis doit être consolidé même après cette crise, après les dialogues, parce qu'il y en aura coûte que coûte. Il faut consolider cette situation vécue aujourd'hui parce que la population avait besoin de la paix. Et après ces histoires, ces événements, la population a besoin de continuer à respirer la paix. Alors, vous venez de toucher à un point, dialogue, coûte que coûte, qu'il faut qu'il y ait un dialogue. Mais récemment, vous avez organisé plusieurs manifestations dans la ville de Goma, récemment. Je pense que c'est déjà 2 manifestations depuis la libération de l'AFC M23 dans la ville de Goma. Comment analysez-vous déjà la mobilisation et quels étaient, selon vous, leurs principaux messages? Effectivement, nous avons déjà organisé des manifestations. La première consistait à dénoncer les attaques par drone kamikaze dans les zones peuplées, les zones habitées par des populations civiles, Minembwe, Goma, Masisi, Rutshuru, Lubero. Et ces opérations ont coûté la vie de plusieurs citoyens. Minembwe, chaque jour on tuait les gens avec des drones. Masisi également, d'ailleurs, le colonel Willy Ngoma est décédé à la suite de ces attaques de drones. Ouais. À Goma également, on a visé des résidences des officiels de l'AF-123, mais également la résidence de l'ancien président Joseph Kabila. Mais, comme Dieu confond toujours, c'est une humanitaire de l'UNICEF qui est décédé, un civil malheureusement qui a perdu la vie au cours de cette attaque par drone à Goma. Mais plusieurs civils ont perdu la vie à Masisi, Rutshuru, Walikale, Minembwe. Mais aujourd'hui, au moins, il y a une accalmie. Mais également, la deuxième manifestation que nous avons organisée récemment, c'était pour lancer un message fort à la communauté internationale et nationale, et particulièrement au secrétaire général des Nations Unies et aux membres du Conseil de sécurité des Nations Unies pour dénoncer les projets visant à attaquer les zones aujourd'hui pacifiées sous l'F-123 pour encore faire revivre la tragédie du passé à cette paisible population. Et donc, c'était ça l'objet, mais également montrer la nécessité d'un dialogue inclusif national, sans exclure aucune partie au conflit. Nous avions aussi demandé au secrétaire général des Nations Unies de cesser, que les Nations Unies cessent à des sanctions que nous considérons sélectives parce que ces sanctions ne visent qu'une seule partie au conflit, qui est le M23. Et non le gouvernement congolais qui a commis hier des crimes, celles que j'ai précisé précédemment, où on a massacré plus de 150 personnes à Goma en pleine journée, et nous n'avons jamais vu
des sanctions Sans tombées. oublier aussi même le cessez-le-feu qui ne respecte pas. Exactement. Vous avez parlé de Minembwe, de Massissi et récemment, vous l'avez vu même à Rutshuru, dans les camps de l'ICSN. Et donc, vous avez dénoncé ces choses. Et qu'est-ce qu'on peut retenir? Est-ce qu'il y aura vraiment, est-ce que vous avez déjà les réponses à ces doléances ou encore à ce que vous plaidiez récemment? Oui, il y a des réponses positives parce que, vous vous rappelez, ça fait un moment, plusieurs mois, il y a plus d'attaques par drone dans la ville de Goma, à Massissi, Rutshuru également à Lubero. Et il y en avait des attaques chaque jour à Minembwe. Aujourd'hui, ça a cessé et Minembwe a été totalement libéré par l'AF-123. Et parce que cette population était meurtrie pendant longtemps. Chaque jour, on l'a tué parce que seulement, il y a le Burundi qui veut contrôler cette zone à tout prix. Okay. Et le Burundi est prêt à massacrer toute cette population de Banyamulenge qui vit les hauts plateaux et Minembwe. Et donc, pour nous, nous considérons ça comme une libération parce que cette population a aussi droit à la vie comme tout le monde. Cette population a des droits qu'il faut défendre comme tout le monde au Congo. Et donc, pour nous, c'est une libération parce qu'ils avaient besoin d'être protégés par l'État congolais et pas être massacrés par les mêmes armes qui sont censées les protéger. Donc vous confirmez que le Burundi participe aussi dans ce génocide qui est perpétré, ou encore qui est organisé par le gouvernement congolais contre le Banyamulenge? Oui, ils participent activement avec leur coalition Wazalendo, FDLR, FNDD, l'armée burundaise, qui est la plus active d'ailleurs dans ces zones-là. Et ils ont créé même des blocus humanitaires. Donc c'est vouloir asphyxier cette population afin qu'elle périsse petit à petit. Hein, mourir à petit feu. À petit feu. Et donc pour nous, c'est des violations graves du droit international humanitaire et des droits de l'homme. Alors, Président Sony Gentil, vous avez parlé un peu du dialogue. Et récemment, le gouvernement a annoncé la tenue du dialogue inclusif où ils feront participer de différentes parties. Quelle est l'analyse que vous faites à ce dialogue qui a été annoncé par le gouvernement? Vous savez bien, monsieur le journaliste, Tshisekedi, c'est une personne qui n'est pas de bonne foi. Okay. Il n'a jamais honoré sa parole. Il s'est retrouvé dos au mur et au finish, il a accepté que le dialogue soit organisé. On ne sait pas quand. Et malheureusement, il a pu tromper l'Église catholique et le CC. À leur tour aussi, ils ont induit en erreur l'opposition, la coalition C64. Ouais. Et cette coalition de l'opposition a reporté sa manifestation pour réclamer un dialogue national inclusif, mais aussi demander qu'il n'y ait pas changement de notre constitution afin nous éviter la scission du pays. Et donc, mais par après, Tshisekedi revient encore à travers son ministre Mouyaya pour dire oui, le dialogue aura lieu, mais l'AF-123 ne pourra pas y participer. Oui. Et nous, comme citoyens avertis, on se demande à quoi servira maintenant ce dialogue si l'AF-123 n'y participe pas. Étant un acteur majeur dans cette crise qui est en cours dans notre pays, à l'est de la République, comment est-ce qu'on peut prétendre chercher une solution sans y associer l'acteur à ces conflits-là? Et donc, nous, on considère ça que ça sera une récréation, seulement pour bouffer l'argent des contribuables congolais, pour rien. Pendant que si ce dialogue s'éteignait, ça ne nous ramènera pas à une paix durable. Et quels sont, je dirais même, impacts que ces dialogues, s'ils parviennent à exclure l'AFC 123, quels sont les impacts que ces dialogues pourraient avoir ou encore ses conséquences s'ils excluent, s'ils prennent l'AFC 123 et ils disent non, l'AFC 123 ne va pas participer. Quelles sont les conséquences que ces dialogues aura sur la situation sécuritaire en République démocratique du Congo, selon vous? Vous savez, il y a des causes très profondes qui doivent être résorbées, qui nécessitent des réponses
Et donc, il n'y a que dans le dialogue national inclusif où on peut y apporter des solutions, des réponses appropriées. Et donc, exclure l'F-123 dans ce dialogue-là, ça serait une perte d'État inutile parce que ça va entêter davantage l'F-123 qui n'est pas à considérer comme l'opposition de Kinshasa. C'est une opposition armée, c'est un mouvement politico-militaire et ils vont utiliser les armes. Et en utilisant les armes, c'est-à-dire la conquête, la quête va se poursuivre. Et des zones vont tomber davantage jusqu'à ce qu'ils vont atteindre Kinshasa. Vous suivez vous-même. L'F-123, en suivant, ils sont déterminés à ne pas lâcher. Ils ont tiré beaucoup de leçons du passé et ils ne peuvent plus accepter de tomber dans les erreurs du passé. Et donc aujourd'hui, ils ne peuvent pas lâcher tant qu'il n'y aura pas de réponse aux causes profondes de cette crise. Et donc pour nous, exclure l'F-123, c'est vouloir continuer à accentuer la souffrance du peuple congolais parce que l'économie va se dégrader davantage, la population va continuer à se déplacer dans des zones qui feront objet de combats, des affrontements. Et donc, si Tshisekedi était là pour l'intérêt du peuple, il devrait mettre ses égos à côté, sa soif du pouvoir, parce que la Constitution est claire. Il ne peut que briguer pour un mandat renouvelable une seule fois. Alors, vous venez de parler aussi de mandat. Mais aujourd'hui, la Cour constitutionnelle, vous l'avez vu, il y a aussi un troisième mandat et un changement de la Constitution qui est vraiment vers la fin. Et quelle est la lecture? Quel est votre point de vue comme étant société civile sur cette question aussi? Vous savez, ça aura des conséquences néfastes sur l'avenir de notre pays. Si Félix Tshisekedi continue à s'entêter en maintenant ce projet macabre de changement de la Constitution. Parce que si il ose changer cette Constitution pour prolonger son mandat, la première conséquence, c'est que cette Constitution-là qu'il va mettre en place ne sera pas reconnue ici, dans les zones sous l'F-123. Okay. Et la population et les autorités de facto qui sont là continueront avec la même Constitution de 2006, telle qu'elle est modifiée en 2011. Et donc, pour nous, on ne peut pas continuer à accepter d'être la colonie d'un seul clan au pays. Les Balouba, les Kassaïens, l'IDPS, aujourd'hui qui prend les pays en otage, parce que vous suivez comme nous tous. Pour chaque ordonnance, ce sont les mêmes noms, les mêmes communautés, un seul peuple, une seule région du pays, les Kassaïens. 90% ou 95%, c'est toujours leur nom. Toute décision au pays, c'est toujours eux. Donc ça, c'est une sorte de colonie, après la colonie belge, qui devient maintenant une colonie entre Congolais, un clan qui colonise tous les autres. Nous sommes la partie la plus importante du Congo, l'Est de la République, qui représente 60% de la population, même au-delà, les Swahiliphones. Et donc si ça continue, que fera la société civile? Nous, la société civile, on ne va pas accepter d'être esclave d'un seul clan. On va mobiliser le peuple pour demander qu'il y ait un référendum ici également, afin que on se sent quand même libre, parce que nous sommes discriminés, nous faisons objet de toutes sortes de discriminations au pays. Les Swahiliphones sont attaqués partout, à l'ouest, à Kinshasa, et donc on ne peut pas continuer à accepter cette colonie, parce que si Tshisekedi se maintenait au pouvoir, donc ça continue et ça s'accentue d'ailleurs, ça devient une colonie contre nous, la population de l'Est, les Swahiliphones. Et donc, si on change la Constitution, nous nous mobilisons pour demander au peuple de prendre conscience qu'il faut une autodétermination. Alors, on est vers la fin de cette émission. Alors, au regard de la situation sécuritaire, aux défis sécuritaires, humanitaires et socio-économiques qui traversent ces pays, la RDC, estimez-vous que la révision de la Constitution est vraiment urgente? En tout cas, ça n'a aucune opportunité.
ce n'est même pas opportun qu'on puisse toucher à cette constitution parce que ça va renvoyer le pays dans une vague qui sera ingérable. D'abord, ça ouvre une voie à la balkanisation, ça ouvre une voie à la crise sécuritaire qui sera incertaine parce qu'il y aura une guerre civile. D'abord, il y a une crise sécuritaire ici à l'Est, la F-23 qui est un mouvement politico-militaire qui occupe des zones, mais Félix Tshisekedi trouve mieux d'aggraver davantage cette situation avec son projet de changement de la Constitution. Et donc pour moi, d'abord ça va toucher l'économie du pays, ça va toucher le social, ça va handicaper tout le secteur de la vie nationale. Et donc, il ferait mieux d'abandonner ça pour le bien du peuple. Alors pour finir cette émission, Messieurs Gentil, selon vous, quelle devrait être maintenant la priorité nationale pour permettre à la RDC de sortir durablement de cette crise politique et sécuritaire? Comme option, Ouais. il faut un dialogue national inclusif Ouais. qui va réunir toutes les parties au conflit, toutes les couches qui concernent la société congolaise. Donc, l'opposition politique, l'opposition armée, et donc là je parle de l'AF-23, qui est un acteur majeur dans ces conflits. Il y a Sauvo la RDC, qui est une opposition la plus radicale aujourd'hui, avec la C64 à Kinshasa. Il y a les confessions religieuses, dont la SYNCO et l'ECC, qui doivent d'ailleurs jouer le rôle des médiateurs. Il y a la société civile, il y a les groupes armés locaux qui doivent y participer. Donc, c'est l'unique moyen qui peut nous amener à trouver une solution durable. Deuxièmement, Félix Tshisekedi doit abandonner son projet de changement de la Constitution. Il doit organiser les élections dans les délais constitutionnels après son dernier mandat. Et cela va contribuer à apaiser la situation au pays, afin qu'il y ait une passation civilisée du pouvoir comme ça a été le cas en 2018-19 avec Joseph Kabila qui a compris qu'il y avait la vie après le pouvoir. Malheureusement, M. Tshisekedi a aggravé la situation en s'apprenant à son prédécesseur pendant qu'il lui a donné le pouvoir de bonne foi. Et pourtant, tout le monde le sait, il n'avait pas gagné les élections. Ouais. C'était à l'africaine. Mais aujourd'hui, ça devient casse-tête pour le peuple congolais parce que Tshisekedi veut prendre le Congo en otage. Alors, on est vers la fin. Un message à la population que vous dirigez? À notre population qui vit actuellement, qui a choisi de rester dans ces zones, parce que nous n'avons qu'ici où vivre. On ne pouvait pas tous partir, quitter Goma, aller à Beni, aller à Bujumbura, à Kinshasa. On ne pouvait pas abandonner nos familles, nos enfants, les épouses à leur triste sort. Et donc, nous n'avons qu'ici où vivre. Nous n'avons que le Congo comme notre nation, comme notre pays. Et donc, la population doit continuer à avoir confiance à la société civile, l'accompagner, la soutenir dans toutes ces démarches, afin qu'il y ait retour à la paix. Parce qu'il n'y a que ces structures citoyennes qui peuvent pousser le pouvoir de Kinshasa à comprendre qu'il faut mettre au premier plan l'intérêt d'abord du peuple. Et l'intérêt du peuple signifie travailler pour son épanouissement, protéger cette population, la sécuriser, et améliorer l'économie nationale, améliorer la sécurité dans les zones rurales pour que l'agriculture puisse contribuer au développement du Congo. Et donc, c'est de cette façon que nous appelons la population à nous soutenir dans les démarches pour arriver à recouvrer la paix, parce que sans la pression, nos dirigeants ne peuvent jamais agir en faveur du peuple. C'est par ce message du président à l'intérim de la société civile Force Vive et porte-parole de la société civile plurielle que nous mettons en point final dans cette émission. Vous avez été nombreuses à nous suivre. N'hésitez pas aussi à vous abonner pour plus d'actualités et plus d'émissions. Merci beaucoup. À très bientôt.